Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie de Castelnau. La mère de famille a traversé à 4 reprises l'épreuve de la grande prématurité. Chacun de ses 4 enfants étant né plusieurs mois avant terme. À chaque fois, elle a dû se battre pour rétablir le lien trop vite coupé entre elle et son bébé et lui insuffler le courage de vivre. Elle en tire aujourd'hui une grande force en même temps qu'une vulnérabilité qu'elle veut mettre au service de ces mini-guerriers du début de la vie, les bébés grands prématurés. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Merci beaucoup pour votre présence ici. Écoutez, merci de me recevoir en tout cas. Alors, pour commencer, la tradition ici, c'est d'apporter un objet symbolique de l'histoire que vous allez nous raconter. Alors, quel objet avez-vous apporté ? Alors, je vous ai ramené une petite image qui a été donnée à ma belle-mère par un prêtre lorsque mon fils aîné est né en Irlande, donc à 6 mois de grossesse. Donc voilà, c'est une petite image avec une petite prière et une petite médaille miraculeuse. Donc, je peux peut-être vous lire la petite prière. Donc, c'est en anglais, comme il est né en Irlande. Donc, God bless baby. Bless me, Lord. You know I'm small and weak. I need your special blessing to guide my tiny feet. Donc, voilà, donc c'est resté une petite image importante pour nous puisqu'elle a été accrochée dans la couveuse de notre fils aîné. Et ensuite, elle l'a suivi donc, après dans son petit lit en néonate. Et voilà, on l'a gardée. Et la petite médaille miraculeuse est ensuite restée sur son doudou, voilà, tout au long de ses hospitalisations. Oui, c'est une petite image effectivement assez touchante, assez émouvante. On voit un petit enfant qui est guidé par un ange qui est derrière lui, qui le guide. Et puis la petite prière dit que l'enfant est faible, fragile. Effectivement, vos enfants sont nés faibles et fragiles. Vous allez nous raconter ça, mais... Donc, votre histoire commence en 2009, vous avez 24 ans et vous tombez enceinte pour la première fois. J'imagine que c'est un grand bonheur. Ah oui, c'est une grande joie. On désirait, avec mon mari, on désirait vraiment avoir un enfant. Et donc, c'était vraiment une grande joie d'être enceinte. Comment vous préparez avec votre mari ? Du coup, vous êtes à l'étranger. C'est récent ou pas, cette arrivée à l'étranger ? Alors, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était en France. D'accord. On est parti en cours de grossesse. Et donc, du coup, en fait, j'ai été suivie, je dirais, les 6 premiers mois en France. D'accord. Et en fait, on est arrivé le 1er novembre 2009 en Irlande et j'ai accouché le 6. Donc, je n'ai pas préparé en Irlande. D'accord, vous avez préparé en France. Est-ce que vous connaissiez un peu, vous étiez très jeune à cette époque, là, 24 ans, est-ce que vous connaissiez un peu la maternité grâce à des amis, des neveux, nièces, je ne sais pas, des cousins, cousines ? C'était une grande découverte peut-être pour vous ? Je pense que dans mes amis, j'étais une des premières à attendre un enfant. Donc non, c'était une grande découverte et en même temps... Je pense que j'étais assez naïve à l'époque et j'étais juste... Vous étiez confiante, ouais. Vous avez bien vécu cette première grossesse ? Alors j'ai été pas mal malade au début, mais je pense qu'il y a une partie de moi quand même qui était un peu anxieuse, mais de manière générale, je me sentais... je faisais confiance. D'accord. Est-ce que vous connaissiez le sujet de la prématurité ? Alors oui et non, c'est-à-dire que moi-même, je suis née prématurée, donc je suis née à 6 mois, donc c'est un... Oui, grande prématurité. Ouais, je suis née en 1985, donc à cette époque-là, c'était encore plus difficile, la prématurité. Et donc, ça faisait partie de notre histoire de famille, ça, c'est clair. Après, pas dans les détails, quoi. On était nés prématurés, on se doutait bien que c'était compliqué et que ça avait été compliqué, mais... Vos parents, ne vous en avez pas parlé outre mesure
Un peu, à chaque anniversaire, on nous racontait un peu quand même que ça avait été un challenge, mais voilà, je me rendais pas compte, en tout cas en tant qu'enfant, que c'était une sacrée épreuve. D'accord. Donc vous disiez que voilà, vous vous attendiez pas à ce que votre enfant naisse prématuré, on vous avait pas du tout annoncé un quelconque risque de prématurité? Ah non, pas du tout. C'est vrai. D'accord. Et donc votre enfant devait naître quand en fait? Il devait naître le 1er février 2010. 1er février 2010. Et alors, vous arrivez en Irlande et 5 jours seulement après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon mari est parti, parce qu'il avait une semaine à faire entre Dublin et autour de Dublin. Donc, il est parti assez vite travailler. Et donc, moi, je me suis retrouvée un peu seule. Donc, je me souviens que c'était pas facile. Ouais. Et heureusement, la communauté française là-bas était hyper accueillante. Et j'ai le souvenir d'avoir passé une journée avec une nouvelle amie que je ne connaissais pas. Ah, super. Donc ça, c'était chouette. Mais je me souviens quand même avoir eu des contractions. Alors, à l'époque, je ne savais pas vraiment que c'était des contractions. Bah oui, oui, bien sûr. 6 mois, c'est vraiment tôt dans la grossesse, quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, ben je retourne chez moi. Je me dis, j'ai un peu mal au ventre, mais je ne sais pas trop. Donc, j'appelle mon mari. Et donc, voilà, je reste au calme. Et en fait, c'est vrai que quand mon mari est rentré le vendredi soir, je lui ai dit, il y a un truc qui va pas quand même. Donc, vous aviez vraiment très mal. J'avais mal, mais surtout, j'ai commencé à avoir des saignements. D'accord. Donc, vous êtes partie à la maternité? On est parti à l'hôpital, ne sachant pas trop où c'était. Heureusement, mon mari avait regardé. En plus de ça, on n'avait pas vraiment prévu, quoi. La naïveté peut-être de nos 24 ans à tous les deux. Et donc, en fait, mon mari avait quand même regardé les hôpitaux autour. Et je me souviens que c'était un peu à l'azimut, quoi. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de GPS. Donc, voilà. Et on est quand même arrivé, je pense, dans l'hôpital où il fallait arriver, en fait. Parce qu'ils avaient... ils avaient une réanimation et du coup un niveau 3. Un peu l'équivalent de chez nous, là, le niveau 3 pour prendre en charge les grands prématurés. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, du coup? Et donc je me souviens de m'être dit, allez, c'est parti, il fallait se remettre en anglais parce que moi, je suis orthophoniste, donc l'anglais, c'était loin. Et donc, voilà, ils m'ont posé beaucoup de questions et ils m'ont dit, on vous garde ici parce qu'en fait, vous avez trop de contractions. Et on veut voir comment ça évolue. Je me souviens d'avoir eu des piqûres pour les poumons de mon enfant. Vous réalisez là que votre enfant peut naître bientôt? J'avoue que je me souviens plus trop. C'était il y a longtemps, mais je pense que oui et non. C'est-à-dire que je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on attend quand même pas mal dans ces moments-là. Les médecins, les infirmières passent, mais voilà, je me souviens d'avoir attendu. Alors, c'était pas si long que ça, parce que j'ai accouché. Je pense que je suis arrivée un soir et j'ai accouché 24 heures après. Ah oui, c'est pas si long, mais en fait, ça reste long. Ouais, quand on sait pas. Quand on attend, ouais. Et du coup, oui, c'est ça. 24 heures plus tard, finalement, le travail se met en marche. Les médicaments n'ont pas fait en sorte d'arrêter les contractions, c'est ça? Non. Les contractions étaient toujours plus douloureuses et puis on est parti en césarienne. Ah oui, d'accord. Et du coup, votre enfant naît à 6 mois alors que c'était complètement inattendu. En plus, césarienne, c'est pas évident. Quelles sont les émotions là qui vous traversent à ce moment? Je me souviens d'avoir eu de la chance d'avoir mon mari à côté de moi. Donc, il s'était avec tout le déguisement adéquat. Mais il était à côté de moi et il était présent. Donc ça, c'était important pour moi. Et ensuite, je me souviens surtout je tremblais comme une feuille, vraiment. Et voilà, c'est les émotions que j'ai en tête, quoi. Donc votre enfant naît à 6 mois, c'est la grande prématurité, c'est ça? Oui, il est né à 27 semaines de grossesse et 4 jours. Oui, donc c'est même l'extrême prématurité. Je crois que c'est entre extrême et grande. Ouais. Donc il a été très vite emporté en réa? Direct en réa. Et comment vous vivez du coup cette séparation? Ça doit être...
Je pense que, en fait, à 24 ans, quand c'est son premier bébé, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on voit le bébé dans la couveuse. Je me souviens, il avait un petit bonnet rouge, là. Et on le voit passer et on ne réalise pas. On ne réalise pas qu'en fait, c'est hyper difficile. Et surtout pour le bébé, mais aussi pour moi. En fait, on est dans j'allais dire on est dans l'action, mais c'est ça. On subit un peu. On subit. Ouais, je comprends. Et quand est-ce que vous réalisez justement cette situation-là? Il y a la naissance, là vous ne comprenez pas ce qui se passe, on prend votre enfant, on le met en couveuse. Quand est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se jouer, là, l'enjeu de survie en fait, de votre enfant? Je crois que je l'ai réalisé au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai pu aller le voir en fauteuil roulant, je n'ai pas pu le prendre tout de suite. En fait, il était intubé pour l'aider à respirer. Et je me suis retrouvée devant sa couveuse et vraiment démunie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Je ne savais pas. Donc ça, c'est la première émotion. Et la deuxième, je pense, c'est quand l'infirmière est arrivée, quelques jours après. Je crois que mon fils n'était plus intubé et était juste avec un petit masque pour l'aider à respirer. Et elle nous a dit, est-ce que vous voulez changer sa couche ? Et je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver, il est trop petit, il est beaucoup trop petit. En plus, il fallait passer par les petites fenêtres de la couveuse. Ah oui, on ne le sortait pas du tout. Donc j'étais là, je ne vais jamais arriver. Ouais. Et, heureusement, mon mari avait été là à ce moment-là et lui, je l'ai vu, c'est parti, quoi, ok, on va le changer, quoi. Alors oui, on dit que l'épreuve de la prématurité est très, très rude parce que c'est au jour le jour. C'est ça qu'on se dit, que l'enfant se bat jour après jour pour vivre. Est-ce que vous recevez de l'aide pour cela ? Est-ce que vous êtes à l'étranger, c'est ça, vous êtes seul ? Comment vous faites avec votre mari ? Comment vous vous organisez ? Alors, effectivement, c'est vraiment du jour le jour. Ça, je l'ai assez vite compris parce que les médecins ne vous donnent jamais, ne vous disent jamais c'est bon, il va s'en sortir. Il y a des bonnes nouvelles, hein, on lui dit là, il va bien, mais voilà, c'est ponctuel. Donc, voilà. Et ensuite, en fait, avec mon mari, on se relaie, c'est-à-dire que lui, il avait quand même un travail. Donc, moi, j'y étais plutôt la journée. Et lui venait le soir en sortant du travail. Après, en Irlande, comme on a eu 4 enfants comme ça, 4 enfants prématurés, évidemment, c'était différent d'un hôpital à l'autre. Et surtout, au fur et à mesure des années, j'ai vu en fait qu'il y avait énormément de choses qui sont faites pour justement aider les parents à recréer ce lien qui est clairement coupé. Donc par exemple, je me souviens de la naissance de mon second à Grenoble. On m'a tout de suite dit venez le prendre en peau à peau, ce que j'avais jamais eu en Irlande. Alors je sais pas, peut-être qu'ils le proposaient en Irlande et que j'avais pas compris ou que les infirmières, enfin voilà, j'ai pas tout su. Vous n'avez pas fait de peau à peau du tout pour le premier ? Non. Ah oui, d'accord. Alors c'était vraiment, je le prenais dans les bras. Dans les bras seulement. Mais pas du peau à peau comme j'ai pu le faire pour mon second. Ouais. Donc, quel souvenir gardez-vous ? Vous êtes resté combien de temps dans cet hôpital en Irlande ? 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Et quel souvenir vous en gardez du coup ? Un souvenir très très difficile au début parce que je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment démunie. Et puis au fur et à mesure des semaines, je sentais vraiment quelque chose en moi qui me disait va le voir tous les jours, aime-le. Et même si c'est difficile, même parfois j'avais juste envie, en fait j'arrivais à l'hôpital et je me dis mais qu'est-ce que je fais là, j'ai envie de sortir, c'est trop dur. Mais je lui dis non, tu vas le voir et tu vas lui dire que tu l'aimes. D'accord. Et dans la foi, comment vous vivez cette épreuve que vous avez parlé au début là, de cette petite carte qui a été donnée par un prêtre à votre belle-mère ? Dans la foi, en fait, je pense que le bon Dieu était là dès le début. La Vierge Marie, clairement, était là avec nous. Je pense que je me suis agrippée à elle parce que je n'avais pas le choix. Après, je trouve que parfois, quand on est dans l'épreuve, on
on est dans le dur, donc on est très humain. Et quand on est très humain, on a l'impression que grâce à nos forces, on va y arriver. Et donc, il y a une partie de moi qui me disait vas-y, avance. Et peut-être que parfois, j'aurais dû plus mettre le bon Dieu dans ma barque. Mais c'était dur de le mettre. Parce que quand on souffre, d'une certaine manière, on en veut un peu à celui là-haut. Mais voilà, non, je pense qu'il y a vraiment la foi chevillée au corps, mais la souffrance qui est là aussi. Donc, vous restez 1 mois et demi, 2 mois, c'est ça, à l'hôpital. Et après, vous pouvez rentrer enfin à la maison avec votre petit garçon. Je ne sais même pas si on a dit que c'était un petit garçon. C'est un petit garçon, ouais. Un petit garçon, un petit Foucault, un petit Foucault. Dit. Ouais. Je ne vous ai même pas demandé si vous étiez heureuse d'avoir comme ça en premier un petit garçon. J'étais hyper heureuse, ouais. J'étais très, très contente d'avoir un petit garçon. Et donc, vous pouvez rentrer à la maison. Le retour doit être rude aussi à la maison parce que le bébé est encore très fragile. Oui, le retour est rude. C'est vrai c'est difficile parce qu'on a la joie de sortir. On se dit, ça y est, enfin. Et je me souviens d'avoir mis mon fils, donc Foucault, dans son petit cosy, là. Et en fait, le cosy était beaucoup, beaucoup trop grand. Et je me souviens d'avoir dit à mon mari, mais comment on va faire, quoi ? Comment on va faire ? Parce qu'il était monitoré tout le temps et qu'il y avait toujours une infirmière et que je savais que je pouvais appeler si jamais il y avait un souci. Ouais. Donc, quand même une sorte d'angoisse. Ouais. Et alors, ça se passe comment, du coup, le retour ? Eh bien, il faut se faire confiance. Et donc, c'est ce que j'ai dû faire. J'avoue que c'est terrible, mais on oublie un peu. J'avoue qu'avec les années, je pense que les mauvais souvenirs, ma mémoire a mis un peu de côté. Tant mieux. La nature est bien faite. Voilà. Mais il faut faire... voilà, je me suis fait confiance. Et puis, on est à 2. On est à 2 dans la barque. Ouais. Là, je parle de mon mari. Ouais. Et donc, c'est dingue comme c'est une force. Ouais. C'est une force d'être avec un père et une mère. Ouais. Vous avez réussi à vous accorder sur... parce que c'est un peu, y a tout qui se mêle. Il y a la fatigue, il y a les émotions, il y a l'angoisse. C'est une épreuve qui fait jouer tous les paramètres de l'être. Il y a les angoisses aussi spirituelles. Et vous arrivez à vous comprendre, à vous mettre au diapason avec votre mari. Je dirais qu'on fait comme on peut, en fait. En fait. On fait comme on peut, mais c'est vrai que dans ces moments-là, il y a une force qui fait que... en tout cas, on a réussi. On a réussi à se mettre au diapason. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, dans les moments de crise, peut-être aussi que c'est grâce au ciel. Justement, il y a une... En tout cas, pour nous, il y avait une certaine paix dans la communication de couple. Et donc, vous parlez de 4 enfants, donc j'imagine que l'idée d'un petit deuxième est arrivée finalement assez vite. Ça ne vous a pas traumatisé dans l'idée d'en avoir d'autres derrière ce petit Foucault ? Si, ça m'a traumatisée, ça c'est clair. Surtout qu'on oublie, en fait, on parle souvent de la prématurité pendant les mois après la naissance. Donc 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, ça dépend un peu des enfants. Chaque préma est différent. Mais c'est vrai que je trouve que la prématurité, alors ça dépend encore des enfants, mais il y a aussi les premières années de vie. Nous, pour chacun de nos enfants, il y a eu des hospitalisations pour des problèmes pulmonaires, il y a eu des grosses angoisses. Moi, particulièrement mon fils aîné, il a eu des angoisses de mort, de séparation. Lui-même, l'enfant, oui. Ouais, ça, c'est clair que... Donc voilà, au niveau de la santé d'un enfant prématuré, en tout cas pour les nôtres, chaque personne est différente, il y a la santé des poumons. Ça, c'est la première chose pour les prémas, en tout cas. Et puis, il y a d'autres choses. Chaque préma a ses faiblesses. Et il y a aussi la santé de ce lien qu'on doit créer avec ses parents, de ce lien avec sa maman, de cette angoisse. Ils ont été séparés de leurs parents comme ça, du jour au lendemain. Ils étaient bien dans le ventre de leur maman, tranquille au chaud. Et trop tôt. Et beaucoup trop tôt, avec justement cette faiblesse. C'est-à-dire qu'ils doivent se battre pour vivre, clairement. Et ça, je pense que c'est le combat aussi des prémas. Bien sûr, il y a la santé, mais il y a aussi la santé, j'allais dire mentale. Psychique, ouais. La santé psychique qui joue un rôle énorme. Je ne sais pas si on se rend compte,
Mais moi, je l'ai appris avec mes 4 enfants, particulièrement avec notre fils aîné. Et le jour où on m'a dit, en fait, il faut aller voir un psychologue. Parce que là, votre fils, il en a besoin. Et qu'elle m'a dit, en fait, Foucault, il a été séparé de vous. Il a peur de mourir quand il va à l'école et qu'il est séparé de vous. Il a cette angoisse-là. Quand vous déménagez, c'est tout nouveau, il a peur, il a une énorme angoisse. Et en fait, moi qui suis grande préma aussi, ça m'a énormément touchée. Oui, la psychologue parlait à mon fils, mais en fait, j'étais extrêmement touchée. Je me dis, mais elle me parle à moi, en fait. C'est assez puissant, en fait, en tant que maman, de se dire, je comprends enfin mon fils qui a eu cette angoisse. Et qu'on comprend, enfin, je veux dire, d'être séparé comme ça de sa maman, c'est très dur. Mais de comprendre aussi parce qu'on l'a vécu, et je m'en souviens pas, bien sûr, je m'en souviens pas, j'ai été séparée de ma mère, je m'en souviens pas, mais d'être touchée par ça, par ses paroles. Et toutes les paroles qu'elle disait à mon fils me touchaient énormément et d'une certaine manière me consolaient. Oui, ça a dû être d'autant plus traumatisant, entre guillemets. Oui, traumatisant, il n'y a pas de guillemets à avoir. Cette première grossesse, ce premier accouchement, ça a dû faire rejouer des choses que vous avez vous-même vécues. Et malgré cela, vous faites confiance à la vie pour avoir d'autres enfants à la suite. Oui, je pense que, sur le coup, je dis oui là maintenant aujourd'hui parce que l'épreuve est passée, mais effectivement, pour le premier, on ne sait pas. Pour le deuxième, on se dit qu'on n'a pas eu de chance. D'accord. Oui, il n'y a pas de raison à la prématurité. On ne vous dit pas c'est parce que telle ou telle chose. Pour moi, en tout cas, il y a sûrement peut-être une raison familiale et génétique. Enfin, génétique, non, parce que c'est pas génétique, mais en tout cas, ma mère a eu ses enfants comme ça aussi. Après, les médecins m'ont toujours dit, face à la maternité, on est assez humble parce qu'en fait, aucune mère ne veut se faire on va pas faire des tests sur une maman. Et donc, je sens bien que les médecins, face à la vie, sont aussi dans l'humilité, quoi. Et donc, pour votre deuxième enfant, c'est la même chose. À 6 mois de grossesse, pareil, l'enfant naît ? Oui, c'est ça. C'est un peu différent parce qu'il y a un contexte un peu différent, que j'ai eu une infection. Mais c'est ça. C'est exactement la même chose. Sauf que là, j'étais en France. Donc, vous vous sentez mieux accompagnée ? Je pense que j'ai eu de la chance d'être dans un hôpital de niveau 3 à Grenoble et je me souviens très bien du pédiatre en chef qui m'a autorisée à embrasser mon fils. Ah oui, quand même. Ouais. Ça paraît tellement naturel, mais en fait, pas tant que ça. Non, mais pour moi, c'était énorme. C'était énorme et je pense que pour lui aussi, pour mon fils. C'est-à-dire vous l'avez embrassé dès sa sortie Il est sorti, il a crié. Ah oui, ouais, il a crié. Ouais. Il a été génial. Super costaud. Enfin, ils ont tous été costauds, mais et on m'a autorisé à l'embrasser et le lien s'est créé. Et ça change tout. Par un simple baiser, c'est incroyable comme des petits gestes comme ça. Ouais. Et je crois même que j'ai pu lui dire que je l'aimais. Et ça, pour moi, ça changeait tout. Ouais. J'étais beaucoup plus sereine de le laisser partir en rire. Ouais. Oui, j'imagine. Et est-ce que le fait du coup d'avoir déjà connu cette première épreuve de l'hospitalisation, du passage en réanimation, puis en néonatalité, est-ce que ça rend les choses plus faciles parce que vous les connaissez déjà, ou au contraire, est-ce que c'est encore plus dur parce que vous connaissez justement déjà ce que c'est c'est bien difficile. Un peu des deux, c'est-à-dire qu'on m'a souvent dit, mais maintenant tu connais. Mais en fait, on s'y habitue jamais, donc ça c'est clair. Donc ça reste difficile et on sait à quel point. Je me souviens pour mon deuxième, je me souviens très bien du pédiatre qui m'a dit Madame, on sait que vous avez déjà eu un enfant prématuré et qu'il va bien aujourd'hui. Enfin, de manière générale, il aille bien en tout cas. Chaque enfant prématuré est différent. Ah oui. Alors je pense qu'elle voulait le dire juste pour m'informer, mais moi ça m'a marqué. Je me dis ok, en fait on va pas jouer les malins là. C'est reparti, quoi. Il va falloir être courageux et mon fils est en train de se battre pour vivre. Donc c'était un deuxième petit garçon. Ouais, c'est un deuxième petit garçon. Et la deuxième chose, quand même, c'est grâce à mon fils aîné. C'est dingue comme les aînés après nos parents. Hein. Ah oui. Ouais. Grâce à mon fils aîné qui a
qui nous a montré par ses angoisses à quel point il fallait dire à son enfant je t'aime, je suis peut-être pas avec toi tous les jours, enfin tout le temps, mais je t'aime, je continue à t'aimer. Quand je suis pas avec toi, c'est l'infirmière qui veille sur toi. C'est difficile. Enfin voilà, tous ces mots, grâce à mon fils aîné, on les a appris. Grâce à Véronique Lemoine, on les a appris. Ah oui, cette psychologue qui est spécialisée dans l'angoisse de séparation. Ouais. Donc grâce à mon fils aîné, j'allais dire, mon deuxième, je suis arrivée devant sa couveuse, je l'ai eu en peau à peau, et surtout j'ai pu lui dire, Côme, je t'aime. C'est forcément très émouvant, c'est sûr, on comprend très très bien. Ouais, c'est important en fait. Ouais, de dire ces mots, parce que ce que vous a dit donc cette psychologue, c'est que si votre aîné avait ces angoisses aussi fortes, c'est que ces mots n'avaient pas pu être posés, parce que vous ne le saviez pas. Ouais, je ne savais pas, ouais. Tout je simplement. Savais pas. Et puis quand on est nous-mêmes angoissés, il y a des choses. Alors peut-être que pour certains parents c'est plus naturel, mais moi en tout cas à 24 ans, en 2009, c'était difficile, ouais. Donc vous pouvez dire ces mots à votre enfant, et puis il y a du coup cette équipe médicale qui est aussi qui a on est forcément un petit peu plus éloigné, rapproché dans le temps, donc il y a eu des progrès qui sont faits, on sait que il faut faire du pot à pot. Oui, donc les médecins, les aides-soignants, les sages-femmes ont été là pour vous épauler et vous rassurer quant à l'état de santé de votre bébé. En fait, ouais, il y a surtout certaines infirmières. Je me souviens de certaines infirmières. Alors, je me souviens hélas pas de leur prénom. C'est pas très sympa, mais je me souviens très bien de leur visage, par contre. Ouais. Très bien de leur visage, qui ont un mot, qui ont une main sur l'épaule, qui vous voient pleurer, qui vous voient tel que vous êtes, dans votre fragilité aussi, dans votre vulnérabilité de parent. Et non, c'était chouette de pouvoir prendre, de voir tous ces progrès de la médecine. Ça, on est vraiment gâtés en France. Et en même temps, ouais, effectivement, pour ce Côme, j'étais heureuse, mais vraiment heureuse de pouvoir savoir ce qu'il fallait lui dire. C'est pas une formule magique, c'est juste un apaisement de se dire, je suis pas avec lui 24/24, parce qu'en plus, j'avais mon fils aîné, donc j'allais pas... il fallait bien aussi que je m'occupe de mon fils aîné, il avait besoin de moi. Donc voilà, c'est pas une formule magique, mais qu'est-ce que c'est apaisant de se dire, tiens, en fait, oui, un enfant préma, en fait, quand on lui fait une piqûre, c'est hyper difficile, en fait, c'est douloureux. Et donc, la douleur, pour lui, il se dit, en fait, je vais mourir. Je vais mourir parce que c'est trop dur. Et de pouvoir dire à mon fils, en fait, oui, c'est difficile. Tu trouves ça peut-être, tu as mal, mais c'est pas dangereux. Les personnes sont là pour t'aider à grandir et on va y arriver, quoi. Et donc, grâce à ça, vous avez vu une différence dans les angoisses entre vos deux fils? Alors, peut-être que leurs caractères aussi sont différents, sûrement. Mais ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas du tout les mêmes, ça c'est clair. Et donc, vous ne vous arrêtez pas là, vous avez un troisième petit garçon, puis enfin une petite fille après ça. Et un peu bêtement, on se dit, après 2 enfants, puis surtout avec Côme, où ça a été plus simple grâce à ces conseils de la psychologue, ça a dû être plus facile pour ce 3e et ce 4e enfant. Je pense que... je ne sais pas si c'est parce que je suis préma, mais il y a un don de force en moi. Je suis une battante. Oui, ça s'entend dans votre voix. Donc, si j'ai 4 enfants aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aussi grâce à ça, mais sûrement un peu. Je crois que j'ai un mari aussi qui a une grande confiance. C'est un roc. Et voilà, après la vie, c'est sûr que la vie est plus forte que tout. Donc, évidemment qu'on avait peur et qu'on n'avait pas envie. Et que parfois, on se disait non, on n'en aura plus. Mais en fait, si, on a envie. Donc après, je pense que la vie aussi est venue comme ça, et tant mieux, parce qu'on n'a pas toujours été courageux. On n'aurait pas été forcément, on n'aurait pas prévu d'avoir un 3e, parce qu'en fait, c'était trop difficile. Après, chaque préma est différent. Et donc, pour le 3e, Auguste, ça a été très, très compliqué. Ah oui. Parce qu'il ne respirait pas à la naissance, et qu'au bout de quelques semaines d'hospitalisation, il a attrapé un virus. Et donc là, pour la première fois, on m'a dit il faut que votre fils passe la nuit. Parce que là, la médecine a fait de son mieux, mais on ne pourra pas faire plus. Donc là, j'ai découvert aussi autre chose.
Et puis pour ma dernière... Vous avez découvert quoi du coup ? Le fait de se dire peut-être que mon fils va mourir. J'avais toujours ça en tête depuis le début, mais aucun médecin était venu me voir en urgence en me disant là, on fait notre max, on l'a mis dans le coma et on doit attendre, quoi. Et finalement, il a survécu. Ouais, il a survécu. Je me souviens pareil, on m'a dit pendant 3 jours, vous ne pourrez plus le toucher. Ah oui. Et là, je me souviens d'avoir pris mon fils et d'avoir pu lui parler et lui expliquer. Et ça, pareil, la parole libère. Hein. Ouais, d'accord. Donc quand même une grosse angoisse du coup pour le troisième et malgré ça, quand même la vie est plus forte que tout. Vous avez cette 4e grossesse. Est-ce que vous avez souffert de remarques de l'entourage ? Est-ce que l'entourage comprenait ça ? Comment vous avez vécu ça avec Alors oui, pour ma 4e grossesse, en fait, je me suis pas isolée, mais je n'ai pas forcément dit tout de suite que j'étais enceinte. Oui. Ça c'est clair. Parce que j'avais besoin aussi j'allais dire de me concentrer sur ma grossesse, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, mais j'avais juste besoin de paix, quoi. Donc j'avais pas forcément envie d'avoir de commentaires, et donc si on veut pas avoir de commentaires, les gens sont pas forcément méchants, mais c'est juste que voilà, ils ont le droit d'avoir des réactions. Et donc moi, je préférais être au calme avec ma famille. Et ça tombait bien parce que c'était pendant le Covid, donc chacun était chez soi. Parfait. Donc c'était parfait. Et finalement, c'est vrai que quand j'ai eu ma fille et que je l'ai eue dans les bras, certaines copines m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as eu un enfant ?» Je dis « Bah oui, j'ai eu un enfant. » Ça vous appartient qu'à vous. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, pour votre fille, comment ça s'est passé du coup ? Et ben pour ma fille, c'est un cadeau du ciel. Parce qu'en fait... c'est dingue, j'en rêvais d'avoir une fille, et mon mari aussi. Mais on n'osait pas, et finalement, j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai appris que c'était une fille, et en fait, elle respirait toute seule à sa naissance. Elle aussi. Donc elle est née à 30 semaines, un peu plus tard que ses frères, mais pas énormément. Ouais. Et surtout, on me l'a laissée sur moi. Ah oui, à 30 semaines ? Parce qu'en fait, elle allait tellement bien que le médecin me l'a laissée sur moi. Incroyable. Alors, ça n'a pas duré des heures, hein, ça a dû durer 2-3 minutes. Mais c'était le plus beau cadeau. Enfin, voilà, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Enfin, chaque naissance était chouette, mais là, vraiment, c'était une réconciliation, j'allais dire, vis-à-vis de ma maternité. Et surtout de me dire, je peux parler à ma fille directement. Elle est sur moi, elle respire. Ouais. Et aussi la grande joie aussi autour de cette naissance, parce que ça m'a marquée, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse vis-à-vis aussi des médecins dans la naissance d'un prématuré. On peut ressentir en tant que patient. Mais là, les gens venaient me voir en me disant « Il paraît que votre fille est trop mignonne, on veut la voir. » Et voilà, elle était trop mignonne, mais elle faisait quand même 1,6 kg. Elle avait sa petite tête de préma trop mignonne. Et ça, j'ai le souvenir d'avoir été très émue avec mon mari, parce que les gens venaient voir notre enfant. Ouais. Avec joie. Ah ouais. Ah, c'est trop beau. Comme quoi, vraiment, chaque prématuré est différent. Ouais, vraiment. Et elle a connu, après ça, elle a connu quand même la réanimation, la néonatalité. Alors, Joséphine, c'est une battante. Elle est restée, je ne me souviens plus trop exactement, mais je crois qu'elle est restée à peine 10 jours en réa. Ah, et je me souviens que l'infirmière me disait « Mais votre fille, en fait... elle veut pas être dans sa couveuse, on sent. Il faut la mettre dans un petit lit, quoi. » Ils l'ont mis dans un petit lit. Et, c'est dingue. Et c'était dingue, ouais. C'était dingue. Et ensuite, elle est restée en néonate. Alors voilà, il fallait quand même qu'elle grossisse, il fallait quand même qu'elle grandisse, etc. Hein. C'était pas magique non plus, mais voilà, elle a jamais eu de soucis. Et aujourd'hui, elle a jamais été. On n'est pas retourné à l'hôpital avec elle, ce qui n'est jamais arrivé avec les autres. On est toujours reparti un jour ou l'autre à l'hôpital pour une bronchiolite. Enfin voilà, la réa, on connaissait, quoi. Et donc, quel souvenir en fait gardez-vous de cette épreuve de la prématurité à répétition comme ça ? Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir ? Le premier souvenir, c'est une grande épreuve, en fait. C'est-à-dire que la répétition, il y a ce côté... Est-ce que je vais y arriver ? J'en peux plus. C'est difficile. Je me souviens même pour ma fille, en sortant une fois de la néonate, dans ma voiture, en me disant « Mais je n'y arriverai pas. » Et pourtant, c'était la 4e et elle allait plutôt bien. Mais voilà. Avec mes forces humaines,
c'était compliqué. Surtout qu'il y avait les 3 petits frères, les 3 grands frères, les 3 grands frères, pardon, ouais. qui étaient encore un peu petits. Donc, ce côté avec mes forces humaines, c'est compliqué, ouais. Et en même temps, cette force aussi de voir mes enfants aujourd'hui pétillants de vie, ça c'est un cadeau. De réaliser que la vie est fragile, c'est aussi un cadeau en fait, parce que... Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que ce sont des petits si fragiles, si vulnérables, qu'est-ce que ça vous a appris ? Ça m'a appris que la vie en fait, du jour au lendemain pouvait se terminer, et qu'il fallait vraiment profiter de l'essentiel, c'est-à-dire voilà, le quotidien, profiter de chaque moment pour dire à ses enfants qu'on les aimait. Et quand, voilà, je me souviens aussi de me dire, en fait, parfois la vie nous reprend le dessus et on est énervé pour telle ou telle chose, ou on s'angoisse pour tel ou tel futur. Et en fait, souvent, ça m'a rappelé à moi en me disant, mais Steph, tout va bien, on n'est pas à l'hôpital déjà, donc trop bien. Je vais chercher mon fils à l'école, donc c'était déjà énorme. Et surtout, la vie est un cadeau. Voilà. Moi, je le dis aujourd'hui avec du recul, hein. C'était pas toujours facile à dire comme ça il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a permis, j'entends donc que c'était de très grandes épreuves et qu'il y a des moments où vous avez vraiment touché le fond, où vous disiez que c'était pas possible. Qu'est-ce qui vous a permis d'aller outre, de penser vos plaies, je pense qu'on est à 2, c'est-à-dire que mon mari, on a chacun sa force, c'est-à-dire que moi je pense que j'étais là au quotidien dans le dur, et lui comme il travaillait, et forcément il fallait bien que quelqu'un travaille, je me souviens une certaine fois il est rentré dans la chambre de notre fils aîné qui devait avoir 3 ans à l'époque, voilà, qui était à l'hôpital, et moi j'en pouvais plus, j'étais là toute la journée, et, j'avais tout donné, les histoires, les câlins, tout ça. Et je suis quand même restée à la porte en fait pour regarder donc mon fils avec mon mari. Et là, je vois mon mari qui arrivait à faire rire mon fils. J'en étais incapable, moi, de faire des blagues dans l'hôpital et de le faire rire. J'en étais incapable. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on est 2 et on est tous les 2 différents et ça apporte tellement. Donc ça, c'était un rock. Et je pense quand même que notre foi, même si dans ces moments-là, parfois, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas si simple. Le bon Dieu était avec nous, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'en suis persuadée, ça c'est clair. Donc je pense que sans la Vierge Marie, à qui je m'agrippais parce qu'elle était maman et qu'elle a vu son fils souffrir, enfin, différent de moi, hein, mais voilà, je pense que notre foi profonde à tous les 2, en tant que couple, nous a sauvés. Est-ce qu'elle a été modifiée justement par cette épreuve ? Est-ce qu'elle vous a rapproché de Dieu ? Je dirais les 2, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus proche du bon Dieu. Enfin, c'est surtout lui qui est venu à moi. Mais par la souffrance, on se tourne vers lui. Et en même temps, c'est peut-être de manière assez humble, je vais dire, oui, certaines fois, j'avais envie de dire, c'est trop. Oui. C'est trop. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui. Comment vous comprenez ça, justement ? Parce que vous avez dû tellement le prier de vous épargner, au moins pour un enfant, de cette épreuve. Et comment vous comprenez qu'il autorise, entre guillemets, cette épreuve 4 fois de suite, alors que vous avez une grande foi, que vous l'aimez, que vous le priez ? Je sais pas trop, j'avoue que je sais pas trop, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai eu les forces, et je pense que humainement, c'était pas possible. Si on a 4 enfants aujourd'hui, humainement, c'était pas possible en fait. Donc en fait, c'est grâce à lui, et donc je comprends comme ça, c'est-à-dire que il était plutôt là comme un consolateur en disant je suis là, je suis avec toi, et il nous a pas lâchés. C'est juste que moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, parfois, j'y arrivais pas. Et j'arrivais sûrement pas à me tourner vers lui, ça, c'est clair. C'est bien naturel. Et est-ce que l'entourage a été aussi une force, ou est-ce que ça a été compliqué ? Je dirais que chaque personne, à sa manière, a fait de son mieux pour nous aider. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui nous ont énormément touchés. Je me souviens d'une amie qui est venue me voir un jour en pleurant, en me disant mais qu'est-ce que c'est pas juste ? J'étais hyper touchée.
Je le suis encore. Et puis après, voilà, il y a la famille. Pareil, chacun fait de son mieux. J'ai appris aussi dans ces moments-là où en fait, on demande jamais assez d'aide. Oui. Ouais, on est dans le dur, donc on avance. Et je pense que j'aurais peut-être dû dire à certaines personnes j'ai besoin d'aide. Et peut-être aussi, voilà, je pense que quand on vit quelque chose de difficile, peut-être que la plus belle manière de dire, de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est de dire je pense à toi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Hein, voilà. Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez des conseils à donner aux parents qui nous écoutent et qui seraient confrontés à cette épreuve de la prématurité ? En fait, c'est compliqué, je trouve, de donner des conseils dans la prématurité parce que chaque parcours d'enfant est différent. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit un petit album pour enfants et que je cherche un éditeur. Avis aux auditeurs, il n'y a pas de souci, voilà. On est là pour ça aussi. C'est qu'en fait, je trouve que le premier conseil... je ne peux pas donner de conseils comme ça si on me demandait un conseil et que la maman était en face de moi. Je trouve que c'est délicat. Par contre, d'écrire un album pour enfants, ça permet de mettre des mots, ça permet de mettre des images et ça permet de créer le lien tout de suite avec son enfant. Est-ce que cet album, c'est quelque chose qui est déjà écrit ou c'est quelque chose que les parents ont à écrire sur leur enfant ? Alors, c'est un album que j'ai écrit moi-même avec mon mari. Et en fait, je me suis dit, en fait, parfois c'est difficile de créer ce lien pour telle ou telle raison. Mais quand on est lire une histoire à son enfant, c'est quelque chose d'assez naturel pour les parents, pour les grands-parents, pour les tantes, enfin voilà. Donc je trouve que quand on a un support, ça crée le lien. Déjà, le lien est créé rien que parce qu'on prend le temps de lire l'histoire. Et ensuite, dans l'histoire que j'ai créée avec mon mari, c'est vraiment... Quels sont les mots à dire à son enfant ? D'accord. Voilà. Ces mots si importants. Ces mots si importants dont on a parlé pendant toute l'interview là. Voilà, je t'aime, tu es en sécurité dans cette couveuse, même si c'est difficile. Voilà, tout ce lien essentiel en fait à la survie de son enfant. Tous ces mots qui sont d'une force incroyable. Et dont on ne connaît pas forcément quand on est confronté à cette épreuve pour la première fois. Donc, vous voulez donner les mots aux parents ? Par mon expérience, ma petite expérience de préma et de maman de préma, oui, je trouve qu'il y a plein de choses, il y a plein de belles choses qui sont déjà faites. Hein. Clairement, je voudrais juste rajouter une petite pièce donc, à cette aide. Voilà. Mais oui, clairement, il y a quelque chose à faire au niveau des paroles. Les paroles touchent de toute façon. On sait aujourd'hui qu'il faut parler à son enfant. Donc là, il y a des mots importants à dire. Allons-y, quoi, go. Et est-ce que vous avez lu un livre au cours de l'une ou l'autre de vos maternités et qui vous aurait rejoint dans votre épreuve, qui vous aurait aidé à la traverser, que vous voulez recommander ? Alors, j'ai pas beaucoup lu sur la prématurité, étonnamment, parce que dans ces moments-là, j'ai pas pris le temps de lire un énorme livre ou un gros livre. Enfin, voilà. Ah, on a la tête dans le guidon, voilà. Encore une fois. Par contre, j'ai lu 2 livres qui m'ont énormément touchée. Le premier, c'est celui d'Anne-Dauphine Julien sur Deux petits pas sur le sable mouillé. Voilà, merci, désolée. Évidemment, on n'a pas du tout la même histoire, mais ces mots, encore une fois, ces mots m'ont énormément touchée. D'accord. Et je pense que certaines fois, quand j'allais à l'hôpital, que ce soit pour la naissance de mes enfants ou lorsqu'ils ont été hospitalisés parce qu'ils étaient malades, grâce à elle, je suis rentrée en me disant aujourd'hui, je vais aimer mon enfant, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais profitons de cette journée pour l'aimer. Donc grâce à elle, vraiment. Et donc ces mots m'ont énormément touchée, comme quoi le pouvoir des mots a un impact énorme. Et je dirais même son livre sur la consolation aussi que j'ai lu m'a consolée. Alors je pense que juste le Christ pourra me consoler vraiment au fond de mon cœur. Mais j'ai été énormément rejointe par son livre Consolation et je la remercie vraiment. Parce que d'écrire comme ça, ça doit pas être simple. Et elle touche énormément. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a changé ma manière d'être en tant que maman. Et elle m'a énormément aidée. On recommande chaudement ces ouvrages, du coup.
Et je vous ai demandé aussi de venir avec votre prière préférée et ou celle qui vous aurait aidé à traverser ces épreuves de la prématurité. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire ? Alors, pas facile de chercher cette prière, mais finalement assez simple. Quand on s'est rencontrés avec mon mari, donc on était amis, et en fait tous les deux, on avait la prière de Charles de Foucauld dans notre portefeuille. Ça nous a amusés au début. Tiens, c'est marrant. Je pense qu'on était tous les deux très touchés par Charles de Foucauld à différents moments de notre vie. C'est pour ça que notre fils aîné s'appelle Foucauld. Et cette prière a été très difficile à dire. Donc, mon Père, je m'abandonne à toi. Ça, c'est la première phrase qui est assez facile à dire. Mais fais de moi ce qu'il te plaira. Voilà, quoi que tu fasses, je te remercie. J'ai pas pu le dire tous les jours, ça c'est clair. Et même très rarement. Mais par contre, Charles de Foucauld a été avec nous, le fait de s'abandonner. Parce que c'était trop difficile et de faire confiance. Je pense que c'est une prière qui est dans notre cœur et qui le reste, même si elle est très difficile à dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la dire ? Oui. Si vous pouvez. Oui, bien sûr. Alors, donc mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Amen. Amen, pardon. Non, c'est moi. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve à répétition ? Je lui dirais merci Seigneur d'avoir été là. Pardon parce que franchement, parfois j'avais envie de crier et de te dire s'il te plaît, arrête ça. Mais merci pour la vie, quoi. Merci pour ma vie. Et merci pour celle de mes enfants. Merci beaucoup Stéphanie pour ce beau témoignage. Merci. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Stéphanie et je la remercie pour ce témoignage émouvant et plein de force sur l'épreuve de la grande prématurité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.